Bonjour à tous, bienvenue sur la 3e édition des Regards croisés entre l'École Polytechnique et Dassault Systèmes. Je suis très heureux d'être ce matin avec mes deux fidèles invités, Thierry Reyna, qui est professeur de management de l'innovation de l'École Polytechnique, et Olivier Ribet, directeur général adjoint IMIAR au sein de Dassault Systèmes. Merci messieurs d'être avec moi à nouveau. Et comment allez-vous surtout? Plutôt pas mal. Thierry, tout Du va mieux bien? qu'on puisse aller. Merci, ouais, tout va bien. Alors Bonjour Aurélien, bonjour Thierry. Aujourd'hui, nous allons parler de la mutation du travail et plus exactement du rapport que nous entretenons tous avec celui-ci. On va parler aujourd'hui de différents sujets, pour vous en citer quelques-uns: l'employabilité, le rapport que nous entretenons avec nos emplois, notre ou nos emplois d'ailleurs, aussi la notion de bien-être au travail, le fait qu'on soit plus dans une recherche de sens à travers notre vie professionnelle aujourd'hui qu'hier, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, du rôle qu'occupe notre travail dans notre vie, et puis aussi, naturellement, nous allons parler du rôle qu'occupe le numérique dans tout ça. Je vous propose qu'on commence par une question pour vous, messieurs. Est-ce que vous pourriez me donner votre sentiment de ce qui a changé dans la perception qu'on a de notre travail depuis que vous avez commencé respectivement vos carrières? Thierry, si tu veux nous partager tes impressions. Je pense que c'est une bonne question. En fait, si je réfléchis, moi, finalement, j'ai eu un peu deux carrières. J'ai eu une carrière très brève en tant que musicien et ensuite, j'ai eu une carrière beaucoup plus longue en tant qu'académique. Et à la fois, les industries culturelles et créatives et d'autre part, le monde académique sont un monde où on a un rapport au travail qui est quand même assez personnel, dans lequel on est extrêmement impliqué. Et puis finalement, les gens pour lesquels on travaille, c'est nous, mais on a des entreprises qui servent finalement de plateformes qui nous permettent de réaliser en fait ce travail et de le diffuser. Et je pense que ces industries, entre guillemets, les industries culturelles et créatives et puis l'enseignement supérieur et la recherche, c'était à l'époque vraiment des exceptions par rapport au monde du travail tel qu'on pouvait le vivre dans le reste de l'économie et de la société. Et il me semble qu'en fait, plus le temps passe et plus finalement le rapport que les gens ont par rapport à leur travail devient de plus en plus similaire au rapport qu'on peut avoir à son travail dans les industries culturelles et créatives et puis dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans le sens où c'est quelque chose qui devient très, très personnel, collectif à la fois, et que, disons que l'entreprise est là beaucoup plus en soutien, en fait, qu'en tant que décideur. Alors, il y a toujours des décisions qui sont prises, évidemment, y compris d'ailleurs dans les industries culturelles et créatives et enseignement supérieur et la recherche. J'ai l'impression que ce rapport, cette autonomie, cette décision personnelle a pris plus d'importance. Merci Thierry, c'est très clair. Ça présente une discussion intéressante pour la suite. Olivier, à ton tour, qu'est-ce qui a changé depuis le début de ta carrière en termes de perception? Je pense qu'il y a ça, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que là, on est dans un moment, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais on est tous les trois dans trois espaces complètement différents. Moi, je suis au bureau, Thierry est chez lui, Aurélien, tu es chez toi. Et on est en train d'échanger ensemble dans un contexte qui est semi-pro, semi-perso, parce que là, on partage des points de vue personnels, une vue de ce qu'on observe, et voilà, en pensant que sans doute ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes et que ces sujets-là sont tellement importants qu'il faut qu'on les mette sur la table et qu'on les discute. Et ça, je pense que c'est un grand changement. Pendant longtemps, il y avait le temps du travail, le temps du perso, et les frontières étaient vraiment très délimitées. Non seulement dans l'espace, on venait au travail, on badgeait, on ouvrait la porte, on s'asseyait à son bureau, avec ses collègues, et qu'on allait avoir pendant 5, 10, peut-être plus, tout au long d'une carrière. Déjà, cette séparation physique, elle a changé. Et là, ce qu'on est en train de voir à l'écran, on est l'illustration. L'espace-temps aussi a changé. Venir insérer dans un calendrier, dans un agenda professionnel, quelque chose qui sort un peu du cadre strict de livrer, de contribuer, de produire, de faire quelque chose qui était pour l'entreprise, mais quelque chose qui est à côté, ça aussi, c'est assez nouveau. Alors, ça nous paraît évident maintenant, mais si vous remontez 15-20 ans en arrière, il fallait demander l'autorisation pour faire ça. Il fallait dire où on était. Donc là, il y a quand même, quoi qu'en dise tout le monde,
un niveau de confiance qui s'est établi de part et d'autre entre l'entreprise et les collaborateurs, qui est de dire, écoute, l'essentiel, c'est qu'à l'arrivée, le contrat qu'on a ensemble ne soit pas juste un contrat de travail, mais que ce soit un contrat moral, soit un contrat presque intuitu personnel, où on se dit, tant que le rapport est équilibré, on continue. Donc, il y a vraiment, je pense, ce changement très, très, très profond où la frontière, pour parler court, la frontière entre les deux mondes, c'est vraiment un peu fusionné. Elle est devenue beaucoup moins stricte, beaucoup moins dure qu'elle a pu être par le passé. Et je pense que le corollaire de ça, c'est qu'il y a aussi une frontière encore plus floue qui s'étend au-delà de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, jusqu'à présent, c'était un cadre juridique, on a dit à l'instant peut-être même un cadre physique, avec des personnes qui étaient de l'entreprise. Et là, on voit de plus en plus, dans beaucoup d'entreprises, des petites et des très grands groupes, des collaborateurs et des collaboratrices qui viennent pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, on voit une proportion de plus en plus importante de stagiaires, d'intérimaires, d'apprentis, de freelance, mais dans des proportions qui peuvent être très significatives dans certaines entreprises à l'international. Et puis, on voit aussi de plus en plus d'entreprises qui disent, parce que je veux innover plus vite, parce que je veux me transformer plus rapidement, il faut que j'inclue dans mon travail au quotidien mes clients, mes partenaires, dans des processus de co-innovation, dans des processus de collaboration, etc. Donc, on voit vraiment que l'entreprise qui était un peu un château fort avec un pont-levis qu'on levait tous les soirs et qu'on rebaissait tous les matins, c'est plus du tout ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment la grande transformation. C'est très clair, passionnant, très complémentaire. Il y a deux choses qui remontent. Il y a le rapport qu'on entretient à la productivité attendue. Et puis, il y a cette porosité entre le monde de l'entreprise, l'extérieur, entre des profils qui deviennent centraux. On va en parler un petit peu plus tard. Merci, messieurs. C'était tout à fait passionnant. Alors, je lis beaucoup de littérature sur les sujets de l'entreprise à mission. Il y a un rapport qui est encore compliqué du citoyen vis-à-vis de l'entreprise à mission, puis aussi du collaborateur qui se demande de quoi on parle concrètement. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est du domaine de la communication? Est-ce qu'on est quelque chose qui effectivement peut avoir un impact sociétal fort? Est-ce que vous trouvez que c'est correct ou au contraire que c'est surfait de dire que l'entreprise a endossé un nouveau rôle dans la vie des gens, que ce soit dans leur épanouissement, la curiosité, Olivier, on en parle beaucoup chez Dassault Systèmes, dans l'équilibre de vie. Vous trouvez que c'est surfait cet aspect-là ou comment vous voyez les choses, Thierry? Alors, il y a deux questions, surfait et nouveau. Alors, nouveau, honnêtement, non. Je pense que ce n'est pas du tout nouveau. Cette question de l'entreprise et du rapport qu'on a avec ses employés, je pense qu'il a toujours existé. Je pense qu'on l'a oublié, c'est tout. Alors déjà, ça a existé traditionnellement dans le monde artisanal, où quand même les artisans sont des entreprises, où ils ont des compagnons. Il est évident qu'on va quand même se rendre compte que plus les gens avec qui on travaille sont heureux, plus ils vont gagner en compétences, plus ils vont rester plutôt que d'aller ailleurs. Ensuite, on est probablement passé par une très mauvaise passe après le début de la révolution industrielle, où on a utilisé finalement les humains comme des machines, avec des conditions de travail en usine notamment absolument épouvantables. Et puis finalement, on voit que à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ces questions se posent. Il y a une vraie tradition, ne serait-ce qu'en France, dans le capitalisme, notamment dans les régions du Nord, où on va mettre, alors évidemment pour des questions tout à fait intéressées, on est d'accord, mais des logements, tout un tas de choses à disposition des employés et de leurs familles, de manière à ce qu'effectivement il y ait cette question de bien-être. J'ai même tendance à dire que même les économistes, je vais remettre ma casquette d'économiste, il y a tout un tas d'études sur le salaire d'efficience, sur les externalités, sur tout un tas de choses qui font qu'on a quand même intérêt à s'intéresser au bien-être de ses employés. Je veux dire, soyons bien clairs, un employé qui est heureux, c'est un employé qui travaille beaucoup plus dur. Mais il se trouve que pour des raisons de probablement rationalisation, dans un contexte où c'est toujours compliqué. Si on regarde l'apport, par exemple, le comportement vis-à-vis des employés, dans beaucoup de pays d'Occident, de l'Ouest, comme on dit, ce rapport était quand même beaucoup plus favorable jusque finalement le début des années 90.
pour une raison assez évidente. Il y avait la menace de l'ogre communiste. Il était absolument impensable de maltraiter ses employés au point qu'ils décident, eux, de faire la révolution. Donc, cette menace ayant disparu, c'est vrai que finalement, on a commencé à oublier ça. Se dire, finalement, l'entreprise, c'est une machine à profit qui doit optimiser. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est une redécouverte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette redécouverte, elle vient probablement, cette fois-ci, d'une pression qui n'est pas géopolitique, qui n'est pas à l'initiative de croyances, entre guillemets, du patronat. Ça arrive parfois, mais c'est vrai que finalement, le capitalisme social qu'on avait pu voir, c'était très souvent parce que des personnes en fait, qui possédaient les entreprises avaient souvent étaient assez religieux eux-mêmes. Et donc, vous voyez dans le fait de prendre soin de leurs employés, finalement, une obligation divine. Là, on est dans une situation où ça émerge finalement de la population et des consommateurs. Donc, le rappel finalement à ce rôle de l'entreprise est différent, mais ce rôle de l'entreprise, quelque part, a toujours existé. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement surfait ou de l'affichage? Dans beaucoup de cas, oui. Enfin, soyons bien clairs. Nous, on avait fait une étude cet été avec ma collègue Valentine Georget. Il est très clair que quand on analyse les politiques RSE de beaucoup d'entreprises, dans une analyse business model, c'est vraiment beaucoup lié à la question de la communication, donc des choses qu'on va faire après coup. On a bien vu aussi qu'il y avait des gros biais qui étaient créés par les mesures d'impact, quelles qu'elles soient choisies. Donc, à chaque fois qu'on en introduit une, du coup, c'est un outil marketing. Après, soyons bien clairs, je pense qu'on a bien vu que justement dans ce monde où les individus essayent d'être plus maîtres et de donner du sens à ce qu'ils font, si on veut attirer des gens brillants, il faut probablement s'intéresser véritablement, au-delà de l'effet d'affichage, à ces questions. Si on veut attirer des parties prenantes, Olivier a tout à fait raison, les frontières de l'entreprise sont extrêmement diffuses. Si on veut attirer dans son écosystème des parties prenantes de valeur, il faut dépasser les effets d'affichage et puis se préoccuper sérieusement de ces questions. Oui, je pense que les points évoqués par Thierry, en particulier celui de dire qu'il y a effectivement des mutations, des transformations, des changements en cours, mais que fondamentalement, on est en train de revenir à des choses assez fondamentales qu'on a peut-être un peu oubliées. Si on regarde l'étymologie de entreprise, si on regarde l'étymologie du mot entreprendre, c'est quelque chose il faudrait je parle sous le contrôle de Thierry, qui a peut-être des éléments de recherche plus affûtés que ce que je vais déclarer là. Je sens mon petit Larousse. On est grosso modo fin du XIVe, début du XVe siècle. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on a ce qui allait devenir plus tard des industriels, des gens qui se disent il faut qu'on ait une efficacité d'utilisation de notre capital, il faut qu'on commence à produire de manière en série et moins artisanale pour pouvoir à la fois subvenir à des besoins croissants qui sont là dans la population et aussi, au passage, peut-être réaliser une petite plus-value sur le capital. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'à peu près au XVe siècle, on dit on va prendre entre nos mains, on va entreprendre, on va prendre notre destin en main, on va investir, on va prendre un risque, on va créer quelque chose qui n'existe pas pour répondre à un besoin qui est vital, qui est nécessaire, qui n'est pas futile. Et au passage, on peut le monétiser. Et je pense que c'est important de revenir à ça, de se dire, est-ce que l'entreprise, elle est là pour inventer la nouvelle formule de shampoing à la pêche ou de shampoing aux amandes? On a vu pendant la période Covid beaucoup de cadres dirigeants sortis de très belles écoles, de très grandes écoles, faisant du marketing, etc., dire je viens de me faire ma 9e session Zoom de la journée ou de la semaine pour savoir si on allait formuler le shampoing à la pêche. Il dit j'en ai ras-le-bol, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens, je suis parti et je pars rejoindre l'entreprise familiale d'agriculture ou de créer une start-up avec des copains dans le sud-est. Donc à un moment donné, il y a un besoin d'adéquation entre ce qui se passe autour de nous, ce qu'on voit en tant que citoyen, en tant qu'individu, et la contribution qu'on y fait, et la contribution qu'on peut y apporter.
Et je pense que ça a été peut-être mis en parenthèse pendant quelques années. Pendant longtemps, on a dit il faut produire plus, il faut être performant, il faut être productif. Et là, en fait, depuis quelques années, pas uniquement la nouvelle génération, pas uniquement les millénials, etc. On y reviendra. Tout le monde dit pourquoi, à quoi ça sert. Et je pense que tout l'écho que les sujets de la durabilité, d'entreprises socialement responsables, etc., trouvent en ce moment, ce n'est pas le résultat d'un push politique ou d'une décision réglementaire, etc. C'est un besoin humain collectif de dire, est-ce que le sens de ce que je fais, est-ce que la contribution que j'apporte, est-ce que la collectivité humaine qui est la mienne, petite entreprise, grande entreprise, individu, freelance ou autre, est-ce qu'elle met en adéquation ce que j'observe, ce que je veux faire et ce que je veux être. Et s'il y a désadéquation, inadéquation, à un moment donné, ça craque. Alors ça craque parce que c'est de l'absentéisme, ou ça craque parce que je pars de l'entreprise, je vais lancer mon aventure, ou ça craque parce que le produit, au lieu d'être lancé en janvier, il va être lancé en novembre prochain, parce qu'aucun des acteurs de l'entreprise se sent vraiment impliqué, partie de l'équation, partie de la transformation en cours. Et je pense que ça, les dirigeants l'ont compris de plus en plus, mais ont du mal à appréhender le problème. Donc la vraie question pour les entreprises, quand on réfléchit à la durabilité, quand on réfléchit à la sustainabilité et quand on la met en œuvre, c'est de dire, est-ce que je suis sustainable, d'abord, et tu le disais justement à l'instant, Aurélien, économiquement. C'est pas mal d'être profitable et c'est pas mal d'avoir une crédibilité, une existence et une pérennité économique d'abord. C'est d'abord une durabilité, une sustainabilité économique. C'est ensuite une durabilité, une sustainabilité dans ce qui est fait. Est-ce que la contribution de mon entreprise, elle est positive ou elle est négative? Est-ce que je consomme plus que ce que je produis? Est-ce que j'impacte négativement au footprint ce que j'aurais pu créer en handprint? Et puis, c'est une sustainabilité dans le temps. Est-ce que mon organisation est pérenne? Est-ce que les hommes et les femmes qui la composent ont envie de rester? Est-ce que quand ils partent, ils transmettent au suivant? Donc, c'est vraiment cette notion de durabilité inscrite dans une logique économique, dans une logique presque écologique, écosystémique, et ensuite d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue humain. Si je peux revenir très rapidement pour cette question, en fait, oui, c'est absolument pas choquant qu'une entreprise veuille faire du profit. Je crois qu'effectivement, Olivier a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de business model durable en pensant à l'environnement, mais le business model durable, à la base, c'est quand même de faire en sorte que l'entreprise soit en mesure de survivre. Et même s'il ne s'agit pas forcément de garder à flot des entreprises qui, clairement, sont devenues tellement inefficientes qu'elles feraient mieux de disparaître, il est clair que dans une entreprise, on a du capital social, du capital intellectuel, des routines qui font qu'on est plus efficace. Et donc, une entreprise qui disparaît, même si on a une entreprise qui disparaît et une nouvelle qui apparaît pour la remplacer, on a perdu tout ce lien, en fait. Il y a des choses qui sont perdues définitivement et qui ont un impact sur la richesse au sens noble, qui est créée dans l'économie, donc pas que de la richesse économique, on est d'accord, quand une entreprise disparaît. Donc, effectivement, cette idée qu'il faut qu'on soit rentable, c'est quelque chose qui est vraiment important. Après, il y a d'autres formes organisationnelles que les technologies numériques permettent, où là, qui sont de nature plus associative, où là, simplement, on essaye de rester à flot. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important là-dessus. Nous, c'est vrai qu'une spécialité du laboratoire, c'est d'étudier les outils de gestion. Je donnais une formation à des dirigeants de PME et d'ETI ce samedi, justement sur la question des outils de gestion. Et on se rend compte, Olivier l'a dit, il y a eu un tournant à un moment. Et nous, ce qu'on a pu observer avec l'étude de cet été, c'est que même quand on parle d'entreprises à mission qui veulent faire de l'impact, la manière de voir de l'impact est quand même extrêmement conditionnée. Elle est partielle par les outils sur lesquels elles sont évaluées. Et il est clair que les années 80, c'est le moment où apparaissent des outils de gestion qui sont censés aider l'entreprise et optimiser, mais qui font de l'entreprise une citadelle assiégée, qui doit faire de la marge à tout prix et qui donc, grosso modo, doit pressuriser ses clients, ses fournisseurs et ses employés. Et c'est vrai que les outils de gestion ne sont pas neutres. Et dans beaucoup d'industries, on a vu d'ailleurs des vrais changements en termes de management. Enfin, une industrie que j'ai beaucoup étudiée, c'est celle de la guitare électrique, par exemple.
Et on voit des vrais changements à la fin des années 70 avec des nouveaux managers qui arrivent avec ces outils de gestion qui, de fait, forcent complètement à repenser l'apport de l'entreprise. On est vraiment sur des questions d'optimisation. Et ça, c'est vraiment difficile aussi. Et je comprends, d'ailleurs, on en a souvent discuté avec eux, que les dirigeants se sentent perdus. Parce qu'en fait, les outils de gestion qu'ils ont pu utiliser, de type les 5 forces de porteur, les SWOT, etc., du coup, en fait, c'est plus les outils qu'il faut. Parce que ces outils-là, c'est des outils qui vont pousser à l'optimisation à tout craint. Parce que l'entreprise est constamment cette citadelle en danger. Alors là, pour le coup, comme Olivier a mentionné, avec le château fort, avec le pont-levis, ceinture et bretelles, la totale. Et donc, c'est ça qui n'est pas neutre. Donc, la question du profit, quelque part, elle est importante, mais elle cache autre chose. Très clair. Et d'ailleurs, on va pouvoir y revenir juste un tout petit peu après. Et bon, vous avez mis le pied, plus qu'un pied, dans le sujet du numérique. J'aimerais qu'on évoque cela. Naturellement, les outils ne font pas tout. Les outils sont des outils, mais ils sont quand même aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'ils soient très structurants pour des entreprises. Est-ce que dans les modes de travail à distance notamment, parce qu'il va falloir qu'on en parle, vous en avez certainement beaucoup parlé, mais bon, désolé de vous relancer à nouveau là-dessus, mais c'est important qu'on en discute ici. Est-ce que la Covid a été un accélérateur de phénomènes qui étaient déjà lancés dans un besoin, on va dire, de flexibilité du travail, d'une nouvelle modalité de travail, ou est-ce que c'était simplement finalement un révélateur ou quelque chose qui a vraiment été un déclencheur, si vous voyez où je veux en venir? Olivier, tu vois où je veux en venir? Oui, je pense qu'il y a eu, une fois encore, en regardant ce qui se passe là en ce moment, c'est sans doute c'est déjà le deuxième ou troisième Zoom de la matinée. Il va peut-être y avoir un Skype de plus, un Teams dans la journée. Donc, on voit bien que l'espace de travail, même si on est tous petit à petit en train de reprendre des moments d'interaction avec nos clients, les partenaires, nos collaborateurs, collaboratrices, de plus en plus dans le monde physique, on voit bien que l'espace digital est devenu prégnant dans la relation au quotidien. Il va le rester. Mais je pense que résumer l'apport du digital à de la distance, de télétravail, etc., c'est très réducteur. Je pense que l'impact du digital, l'impact du numérique, il a été beaucoup plus profond que ce qu'on a vu avec le Covid, où là, on est devenu très digital dans notre communication, mais de façon beaucoup, beaucoup plus profonde, beaucoup plus transformative. Le digital a commencé à poser depuis une petite dizaine d'années la question de la capitalisation de la connaissance, du savoir-faire d'une entreprise et de ses règles implicites, de sa connaissance, de la capitalisation de sa connaissance, du partage de sa connaissance. On a tous vécu dans les années 80-90, enfin beaucoup d'entre nous ont vécu dans les années 80-90, des intranets. Tout le monde parlait des intranets, du knowledge management. Bon, force est de constater que on a malgré tout beaucoup progressé collectivement en tant qu'entreprise, tous, sur cette capitalisation de la connaissance. Le problème, c'est qu'elle a été capitalisée de manière cumulative. Elle a été stockée. Et donc, on a créé des arborescences, des disques durs, des espaces de travail, des communautés. Donc, avec une volonté vraiment de ranger, de classer, de mettre en ligne, en colonne. Donc, il y avait dans ce chaos informationnel un besoin de mettre en ligne et en colonne, de structurer, de cadrer. Et en fait, si on voit quelles sont les sociétés qui ont vraiment explosé à cette époque, dans le domaine du logiciel, dans le domaine des télécoms, etc., c'était des sociétés qui permettaient de classer, ranger, stocker, retrouver, etc. Bon. Si on voit ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une autre classe de sociétés de logiciels, de sociétés de plateformes d'échange, etc. C'est une logique de partage, de distribution, de connaissances non pas cumulatives, mais très distributives, où en fait le centre en tant que tel ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais tout le monde dit moi je trouve que c'est bien, et l'autre dit moi je trouve que c'est pas bien. Et ce système de rating, ce système de classement, ce système d'usage, défini non pas par un humain qui décide que c'est comme ça qu'il faut classer, mais par des humains ensemble qui disent
c'est ça qui fait sens, c'est ça qui est plus important, c'est ça qui est moins important. C'est qu'est-ce qui va se passer si je fais ci ou si je fais ça, introduit une dimension très très puissante, une dimension de modélisation. On modélise des phénomènes, on modélise des processus, on les teste dans le virtuel, on regarde si ça marche, et si ça marche, on fait. Et si ça marche et qu'on fait, on veut le faire encore plus vite, ou si ça ne marche pas, la boucle de retour est extrêmement rapide. L'arrivée de l'IoT dans le système d'information des entreprises a été aussi un cataclysme. C'est un cataclysme. C'est la première fois que l'intégralité de l'entreprise devient vraiment perméable à une data qui n'est pas de la data qu'elle a produite elle, mais qui est de la data produite par son écosystème de clients et de partenaires. Et donc, je pense que bien au-delà d'une communication vidéoconférence ou d'email et de pièces jointes et d'attachement, etc., on a vraiment, depuis quelques années, assisté à cette perméabilité de l'entreprise dans sa façon d'échanger de l'information, mais aussi dans sa façon de capitaliser, d'échanger, de construire et d'enrichir continuellement la connaissance de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important. En résumé, la puissance de la modélisation, de la simulation et de plateformes distributives qui fait jouer à chacun un rôle majeur dans la conception de nouvelles expériences, de nouveaux produits, de nouvelles initiatives dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait une dimension sociale. Tu parlais, Thierry, de revenir à des fondamentaux. En fait, une dimension sociale qui redescend par capillarité au cœur des outils numériques, parce qu'on s'est rendu compte que le côté gestion documentaire, structuration de data, etc., n'était pas suffisant pour rendre ces systèmes-là quelque part inclusifs, quoi, que chacun puisse y avoir accès, compréhensif. Donc, c'est tout à fait intéressant. Thierry, tu avais un commentaire là-dessus en particulier? Ça t'évoque des choses? Oui, tout à fait. Alors, je pense que... Pour moi, il est absolument clair que on met énormément de temps à s'en rendre compte. Et puis finalement, à chaque fois qu'on a une nouvelle évolution des technologies numériques, on semble mettre du temps à redécouvrir que c'est la même chose. Les technologies numériques nous font passer d'un monde qui était issu de la première révolution industrielle où les entreprises avaient le monopole de la création, de la fabrication, de la réplication, de la distribution et de la communication, à un monde où tout un chacun peut créer, distribuer, fabriquer, diffuser. Et ça, c'est la tendance qui existe en fait depuis la fin des années 90 et qui a affecté en fait des secteurs d'activité de manière très progressive. C'est vrai que les industries créatives et culturelles ont été les premières affectées, mais par exemple, on avait écrit, nous, un article avec des collègues sur l'impact de la numérisation sur le métier de journaliste. Et bien, on se rend compte que ces impacts, en fait, ils commencent à arriver dans tout un tas d'autres secteurs. Donc ça, en fait, je dirais que c'est un changement qui est fondamental et il ne faut surtout pas, Olivier a eu raison d'insister sur le reste, il ne faut surtout pas limiter les outils numériques à des outils de communication. Je dirais que c'est vraiment un aspect peut-être important, mais finalement relativement mineur. Le vrai aspect, c'est cette capacité de créer, de transformer, de collaborer qui existe de par ces outils numériques. J'ai presque tendance à dire que d'ailleurs, la vidéoconférence, ce n'est pas neuf. C'est absolument pas neuf. Ce qui a vraiment changé, ce n'est pas les vidéoconférences, c'est tout ce qu'on est capable de faire parallèlement, en amont, après, avant, tout ça. Ça a vraiment changé. Et ça, c'est absolument radicalement différent. Et dans ce sens, finalement, la pandémie, la crise Covid, c'est éventuellement un accélérateur. Ça n'a pas créé des nouvelles tendances, ça a révélé peut-être des tendances existantes. Un accélérateur, je ne suis même pas certain, pour deux raisons. Premièrement, quand on voit la rapidité avec laquelle un nombre absolument incroyable d'acteurs se sont adaptés au premier confinement, on peut se dire que finalement, tout était déjà là, il n'y avait plus qu'à. Bon, c'est le truc qui nous a fait, il n'y a plus qu'à, on l'a fait. Bon, évidemment, il faut faire attention, il y a tout un tas d'acteurs qui n'ont pas pu s'y mettre et qui ont énormément souffert. Donc, en tout cas, on peut voir que dans l'ensemble, effectivement, même les employés qui n'avaient pas d'ordinateur ont récupéré une tablette. Voilà, on s'est débrouillé et on l'a finalement bien fait. Donc, les technologies numériques, quelque part, elles étaient bien là. Après, la question, c'est est-ce que ça accélère? C'est même pas forcément certain parce qu'on voit que justement, maintenant qu'on a un retour au travail, on voit que tout un tas d'entreprises, finalement, de managers, un peu inquiets par l'absence de cadre,
ont vite fait de remettre les gens derrière des bureaux dans des 9h, 18h. Et donc, bon, la question, c'est que la numérisation, elle est là, la tendance, elle est là, mais ce chemin est long. Et donc, on verra si effectivement la pandémie a vraiment pu accélérer ça. Avec une prise de conscience qu'on peut imaginer aussi de la part de beaucoup d'acteurs. On a vu ces courriers qui partaient de collaborateurs d'Apple à la direction qui refusaient de revenir sur site. Je pense qu'après, il y a voilà. Les postures, on verra, les années nous diront quelle a été la posture des entreprises par la suite. Il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais vraiment qu'on échange. Vous avez commencé à l'évoquer, peut-être malgré vous ou volontairement, c'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il est difficile de parler d'aspect social du numérique, difficile de parler de notre rapport au travail et aussi du rapport parfois moins exclusif que les gens peuvent entretenir à leur employeur ou à leur travail. On parle beaucoup d'émergence du travail indépendant qui finalement, quand on regarde les chiffres, demeure assez réduit et évolue assez lentement, à part dans 2 pays en Europe. Mais voilà, donc c'est un phénomène. Contrairement à ce qu'on peut dire, l'ubérisation de l'emploi à plein temps n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite. Mais sur la formation, aujourd'hui, quel est le rôle de l'entreprise dans l'accompagnement des employés, dans une transformation finalement permanente de leur profil, de leurs connaissances, de leur capacité à se former tout simplement et à rester à jour pour éviter finalement ce phénomène de rupture qu'on a eu quand le numérique est arrivé très fort, où on a eu des gens qui étaient finalement très loin, qu'on a laissé quelque part un peu derrière, avec des grosses difficultés à s'adapter. Il y a peut-être beaucoup de questions dans la question, j'en suis désolé. Qu'est-ce que ça vous évoque spontanément là, ce que je vous partage? J'y vais si tu veux, Thierry. Vas-y. Tu viens d'utiliser un mot important, Aurélien, qui est la notion d'apprentissage continu. Et je trouve que on dit souvent formation continue. Sous-entendu, tu n'es pas capable il faut que tu ailles te former. Et je pense que l'élément vraiment nouveau, c'est que de plus en plus, non pas d'entreprises, mais d'individus, d'employés, de salariés, d'indépendants, etc., ont une conscience très précise ou un petit peu plus floue, mais en tout cas prégnante, de la nécessité de rester à l'écoute, de rester curieux, de rester en observation, de rester en attention, en se disant est-ce que je ne serais pas meilleur si je me formais un petit peu plus, ou est-ce que je ne serais pas à risque si je ne prenais pas le temps de comprendre ce qui se passe et de me former à. Alors, on se souvient qu'il y a quelques années, on disait si tu ne parles pas anglais, tu n'évolueras pas dans ta carrière. Donc, voilà, tu prenais des cours d'anglais et puis terminé. Mais je reviens 2 secondes sur ce que tu disais tout à l'heure sur le numérique et le digital. Je pense que là, on voit dans des secteurs entiers, on parlait des journaux tout à l'heure, Thierry parlait de la presse, on voit aujourd'hui online des articles dans des journaux très connus qui sont intégralement générés par intelligence artificielle. C'est-à-dire que la capacité du logiciel aujourd'hui de puiser, de traiter, de reconnecter, de synthétiser, de mettre en contexte énormément d'informations, elle est là. Elle n'est pas futuriste. Elle n'est pas quelque chose qui se passera dans les années 2050. C'est là, c'est aujourd'hui. Ça s'applique, on a vu toutes ces études il y a quelques années, à près de 50-60% des jobs qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc on sait que beaucoup de jobs ne seront plus des jobs sur lesquels des humains feront ça du matin jusqu'au soir. Ce sera des machines, des robots, de l'intelligence artificielle qui aura fait à la place de l'humain beaucoup de choses. Alors, il est évident que quand on est dans ce contexte-là, il y a soit un regard dédaigneux et distant de ceux qui disent « mais non, jamais ça ne se produira ». Et puis, il y a quand même, parce que ces informations circulent, elles sont dans les journaux, elles sont dans les articles, elles sont même dans la discussion qu'on est en train d'avoir, ça met chacune et chacun de nous dans un bain continu, dans un environnement continu qui dit « attention, la technologie pourrait se substituer à ton savoir ». Et je pense que c'est quelque chose de dangereux, ce discours, parce qu'il oppose, il clive, il sépare l'humain et la technologie.
Fondamentalement, je pense que ces fameux algorithmes n'existeraient pas s'il n'y avait pas des humains. Le tuning et l'ajustement et la reprogrammation de ces algorithmes ne se fait en tout cas pas pour l'instant par d'autres algorithmes, elle se fait par des humains. Et la capacité du numérique, et du digital et des technologies actuelles à comprendre le contexte de ce qui se passe autour de nous, elle est finalement très frustre. Donc la capacité de mettre en contexte, en intelligence et de dire, tiens, est-ce que c'est important ça? Est-ce que c'est grave ça? Est-ce qu'il y a un potentiel là? Restera du ressort du génie humain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit regarder tout cela en se disant, bon, je risque pas grand-chose parce que de toute façon, ça se passera après moi? Là, je pense que c'est une prise de risque forte que chacun ou chacune de nous fait. Oui, chacun de nous va peut-être avoir fondamentalement, on en a des exemples dans ce call, à profondément transformer ce sur quoi il opère, le référentiel de connaissances qu'il a, les réseaux de contacts avec lesquels il échange sur ce référentiel de connaissances, et que cette plasticité, cette flexibilité, cette fluidité de ma connaissance individuelle dans un contexte qui est extrêmement changeant, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas tant la connaissance, c'est cette acceptation que je ne sais rien, que je dois apprendre de manière continue, que je dois découvrir de manière continue, parce que la connaissance que j'ai, elle va de toute façon soit devenir extrêmement critique, soit caduque en fonction du contexte dans lequel elle va s'instancier. Et donc, c'est cette humilité de chacun de nous qu'il faut accepter, non pas comme quelque chose de paralysant ou d'excluant ou de risqué, mais comme quelque chose d'excitant qui est celui du petit enfant qui a 5 ans et qui dit « et pourquoi ?» et de se remettre à titre individuel dans un questionnement, de dire « et pourquoi ?» Et je pense que c'est au contraire d'être excluant et terrifiant, je pense que c'est extrêmement stimulant et encourageant. Ce que je trouve intéressant dans ta posture, Olivier, c'est qu'elle relativise la place qu'aurait la notion de formation dans la compensation du fait que la technologie va nécessairement mettre à mal certains corps d'emploi ou corps de métier. Et je pense que c'est important en effet de relativiser là-dessus en disant que la technologie n'est pas l'ennemi forcément. Il y a une anecdote que j'aime bien utiliser, c'est les porteurs d'eau en France au début du XXe siècle, ils étaient 20 000 personnes. L'arrivée des canalisations, qui est un progrès historique majeur dans le monde entier, a détruit l'intégralité de ces emplois. La question, c'est ce côté anxiogène qu'il y a par rapport aux technologies qui peut avoir un impact négatif sur l'emploi, il fait beaucoup parler et je pense qu'il entretient ce rapport conflictuel qu'on peut avoir tout à chacun avec la notion de technologie. La formation est une réponse, pas la seule. Mais en tout cas, merci Olivier, c'était tout à fait passionnant. Thierry, sur la formation, alors je ne vais pas te faire l'affront de te demander si tu as des commentaires à faire là-dessus, mais en tout cas, je serais intéressé pour que tu m'évoques. Et aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de l'importance d'accélérer la relation entre la sphère privée et les sphères académiques pour justement penser quelque chose qui commence sur les bancs de l'université, peut-être même bien avant, jusqu'à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de l'accélération de connaissances multisectorielles, disons. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry ? Merci Aurélien. Alors, je voudrais juste simplement revenir très très rapidement sur la question du porteur d'eau. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément d'angoisse. Il y a eu énormément d'angoisse de la mécanisation. Historiquement, je pense qu'on avait parlé précédemment du fameux exemple de John Henry au moment de l'arrivée du chemin de fer aux États-Unis. Il y a eu tout un tas d'épisodes. L'arrivée des robots dans les usines, par exemple, ça a été vu comme un vrai problème. Cependant, je pense qu'on s'était un peu, comment dirais-je, on était un peu plus relax ces dernières années parce que ça correspondait finalement que des métiers. On se disait, mais qui a envie d'être porteur d'eau? Qui a envie de serrer des boulons toute la journée? Donc, le côté un peu progrès pour l'humanité de la technologie était finalement assez visible. Bon, effectivement, il y avait des gens au chômage, mais ça, quand même, on disait, finalement, si on les reforme, etc. Avec l'IA, c'est quand même très compliqué, parce que c'est des jobs intellectuels qui partent. Et ça, pour le coup, là, expliquer à quelqu'un que c'est pas très grave que finalement on mette des juristes à la porte dans les cabinets américains parce que c'est des algorithmes qui vérifient la case law avant les procès,
je pense que ça va être quand même beaucoup plus difficile à justifier. Hein. Beaucoup plus difficile à justifier. Justement, ça rend cette question, et ce qu'a abordé Olivier, d'autant plus important. Et là, je pense que vraiment, quand on pense au numérique et à la formation, il y a plusieurs choses. Premier aspect, c'est que avec le numérique, on n'a pas de raison de ne pas devenir, alors nous on a un projet de recherche européen là-dessus, un learning professional. Avant, il y avait des raisons technologiques qui faisaient qu'on apprenait dans un espace physique pendant un certain nombre d'années. Et puis après, c'était fini. Alors, attention, ce n'est pas qu'on n'apprenait plus, c'est que ce qu'on apprenait, on ne pouvait pas le diffuser. Parce qu'évidemment, quand on est en salle de classe, on s'est à asseoir, on le diffuse. Et cette raison, c'était la technologie. Pourquoi est-ce qu'on faisait des cours magistraux avec des amphis de 500 000 personnes? Parce qu'on n'avait pas assez de bouquins. En tout cas, quand moi j'étais étudiant, c'était clairement le cas. On était en cours pour copier le bouquin. Alors maintenant, ça n'a plus aucun sens. Alors malheureusement, on le fait encore trop. Mais n'empêche que ça n'a plus aucun sens. Donc le fait de séparer physiquement et puis temporellement ces phases d'apprentissage et puis ces phases d'échange, on n'a plus de raison de le faire. Alors on n'a plus de raison de le faire, mais surtout on ne doit plus le faire parce que ces technologies, quelque part, elles sont destructrices de compétences, tout simplement. Alors peut-être que le porteur d'eau, ses compétences, il a perdu son job, mais sa compétence qui était de porter des choses lourdes, c'est pas détruit, ça. Alors que de fait, quelqu'un à qui un algorithme prend le job peut voir ses compétences complètement détruites. Parce que si effectivement j'ai passé des années et des années et des années à apprendre la case law aux US et que c'est des algorithmes qui font le boulot, je fais quoi maintenant? Ouais. Cette question de destruction des compétences, elle est absolument fondamentale et c'est un vrai risque et une vraie opportunité. Parce que le seul moyen d'avancer, c'est de faire en sorte qu'à mesure qu'on déploie des algorithmes, en fait, il y a une compensation en termes de construction de compétences. Et notamment, il ne faut pas laisser la main libre aux algorithmes parce qu'on est vraiment en ce moment dans des gros problèmes d'inexplicabilité de l'IA, avec des décisions qui sont prises par des algorithmes qu'on ne comprend tout simplement pas, même dans les grosses entreprises, hein, même chez Amazon, par exemple. On a à l'heure actuelle un stagiaire chez Amazon qui travaille sur l'IA et qui nous explique que parfois les employés d'Amazon sont complètement surpris sur les recommandations que l'algorithme fait sur du stockage de produits particuliers. Tout d'un coup, dans un pays lambda, on se met à l'algorithme dit il faut absolument, je ne sais pas, ramener de la mozzarella, enfin des trucs où ils n'arrivent pas à comprendre. Donc en fait, il faut, parallèlement à l'introduction de ces algorithmes, une vraie montée en compétences. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur, pas en remplaçant, mais de fait en combinant. Et du coup, ça demande un apprentissage tout au long de la vie. Et notamment parce que, en fait, ce learning professional, c'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre les connaissances scientifiques à l'heure du jour et en fait à les incorporer et à les transférer dans l'entreprise. Et vice-versa, à faire un retour de comment est-ce qu'on pourrait faciliter le transfert de sciences et technologies. Et donc, les technologies permettent, le numérique nous permettent, et puis on doit, parce que tout simplement, les technologies numériques font que l'environnement change énormément et que du coup, il ne s'agit absolument pas de s'asseoir sur ses lauriers. On peut et on doit. C'est très clair. Merci beaucoup Thierry. Et je voudrais vous remercier messieurs tous deux. J'ai le sentiment, comme vous probablement, que nous pourrions discuter de ces sujets-là pendant encore de longues minutes, que dis-je, de longues heures. On va s'arrêter là. On aura d'autres opportunités de se parler pour les regards croisés numéro 4 qui arriveront bientôt. Merci à vous deux d'avoir été présents à nouveau pour ces échanges passionnants. Et puis du coup, je vous dis à bientôt, Thierry et Olivier. Merci Aurélien. Merci Thierry. Olivier. À bientôt Aurélien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.